Monsieur, merci de suivre votre magazine Au-delà de l'actualité. Nous recevons ce soir Maître Magali Dossi, qui sont ça. Elle est coordonnatrice nationale AI de la Ligue de femmes de la dynamique Congo Uni, DCU, parti cher au conseil spécial du chef de l'État Vidier Chimanga. Elle est membre du collectif de communicateurs de l'Union Sacrée. Elle est également porte-parole du regroupement des femmes politiques de l'Union Sacrée de la Nation. Bonsoir maître. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors vous êtes l'une des rares femmes qui font la politique. Hein. Quelle est votre motivation? En fait, moi je dirais que la politique c'est une vocation pour moi, c'est un appel. J'ai essayé de fuir la politique à de nombreuses reprises parce que ma première expérience c'était quand j'étais encore un peu plus jeune, au sorti de l'université. Je fais une première expérience, mais j'ai été vite fatiguée parce que je ne connaissais pas les réalités de la politique. J'ai été vite dégoûtée, débitée et je me suis dit, bon, je préfère regarder de loin comment ça se passe, mais plus tard, comme je venais de le dire, comme c'est une vocation, c'est un appel. Aujourd'hui, je me retrouve à la dynamique Congo Uni en train d'occuper le poste que j'occupe. Et vous êtes plus découragée maintenant? Non, je ne suis plus découragée. Aujourd'hui, je suis motivée, je suis déterminée. Surtout que, comme vous venez de le dire, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font la politique. Et nous savons quelle est la contribution des femmes quand elles s'investissent à fond. Nous voyons ce que ça peut donner. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis déterminée, plus déterminée que jamais à apporter ma petite contribution à l'édifice de ce grand pays qu'est la RDC. C'est facile d'être dans ce monde de la politique. Ce n'est pas facile. Je ne dirais pas seulement que faire la politique n'est pas facile. Je pense que partout, même vous, dans votre carrière de journaliste, ce n'est pas facile. Même ceux qui travaillent dans différents secteurs, ce n'est pas facile. C'est vrai que chaque secteur a ses réalités et en politique, nous avons beaucoup plus de stéréotypes pour les femmes, malheureusement. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre. La femme a sa place en politique. La femme doit rayonner en politique. Et nous nous battons, nous sommes déterminés. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on doit abandonner. C'est difficile et moi particulièrement j'aime les challenges et j'aime relever les défis et je m'accroche. Est-ce que dans les partis politiques ici en République démocratique du Congo, les femmes aussi ont une place de choix, particulièrement dans votre parti politique? Je ne sais pas trop parler d'autres partis politiques, mais si je dois parler en général, je dirais que les femmes sont souvent utilisées, parce qu'on voit lors de grands enjeux, quand il s'agit de désigner les membres de certains partis politiques pour, par exemple, représenter les partis politiques dans le gouvernement ou dans d'autres sphères décisionnelles, on voit que les partis politiques préfèrent envoyer les hommes, alors qu'il y a des femmes qui ne déméritent pas, qui sont là, qui sont reléguées au second plan. Et lorsqu'il s'agit des choses, du partage du gâteau, les hommes s'unissent entre eux, solidarité masculine oblige, la femme reste derrière. Mais différemment, dans mon parti, ce n'est pas le cas. Mon parti, nous prenons la méritocratie et la compétence. Il y a plus de femmes. Il y a des femmes. Vous savez, dans tous les partis, la majorité sont composées des femmes. Mais malheureusement, la majorité des cadres, c'est souvent les hommes. C'est ça le problème. Il y a moins de femmes cadres, mais dans mon parti, il y a beaucoup de femmes cadres. Et mon parti fait partie des rares partis de la RDC qui ont eu à avoir un secrétaire général femme. Le secrétaire général qui était avant l'actuel, le secrétaire général Hervé Bonongue, nous avions madame qui est avocate aussi, maître Anita Tamba, qui fut secrétaire général. Donc pour dire que dans notre parti, la dynamique Congo Uni, nous c'est plutôt la méritocratie. Nous on ne regarde pas le sexe. Nous on prend l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Alors est-ce que vous voyez aussi le Congo de demain avec un premier ministre ou un président de la République femme? Et pourquoi pas? Aujourd'hui je pense que la femme a su mériter, que ses compétences sont avérées et ne font objet d'aucun doute. Aujourd'hui avec un partenaire comme le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui est un homme genré, qui fait de la promotion de la femme un de ses chevals de bataille, je pense que demain, on peut être surpris à avoir un Premier ministre femme.
fait que les femmes qui ont peur, c'est tout ça. Non. La concurrence dans les milieux de femmes. Ce sont des choses qu'on a dépassées ou qu'on doit dépasser ou qu'on est encore on est en voie de dépasser. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a plusieurs regroupements de femmes qui sont en train de naître. Vous avez tout à l'heure cité Airfus, qui est un regroupement des femmes politiques de l'Union Sacrée. Il y a les femmes de plusieurs partis politiques qui sont dans l'Union Sacrée, qui se sont associées, tout justement parce qu'on a vu ces inégalités dont les femmes sont victimes dans les partis politiques. Lorsqu'il s'agit d'aller sur le table des discussions, discuter pour le partage des postes et tout ça, les femmes sont oubliées. Voilà pourquoi nous, les femmes, nous avons compris que nous devons nous unir. L'heure n'est plus aux disputes, l'heure n'est plus aux femmes qui ne construisent pas un pays. Ça, c'est dépassé. Aujourd'hui, nous mettons nos énergies ensemble, nous nous fédérons autour d'un idéal et particulièrement autour du chef de l'État qui œuvre pour la promotion de la femme. Et nous savons que la femme, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous voyons plusieurs femmes qui sont dans ce gouvernement et elles font un bon travail, elles nous font honneur. Et donc, dire que la compétition, la concurrence est dans le domaine des femmes, ça commence à être dépassé de plus en plus. C'est vrai. De plus en plus. C'est un combat qui est permanent. Et au fur et à mesure, les femmes, nous comprenons les enjeux. Nous comprenons notre rôle, que nous devons jouer un rôle déterminant pour le développement de ce pays. Et le crépage de signaux, nous le mettons de côté. Alors, quelle lecture vous faites, puisque vous avez cité les noms du chef de l'État, vous faites partie de l'Union Sacrée qui soutient le chef de l'État. Quelle est votre lecture par rapport à la gestion du pays? 3 ans, bientôt 4 ans après. Quelle est votre lecture? Je dirais que le bilan du chef de l'État est positif. Nous avons beaucoup de réalisations, beaucoup d'actifs. Nous n'oublions pas que nous avons eu 2 ans de blocage où le chef de l'État n'a pas pu concrétiser sa politique. Mais depuis l'avènement de l'Union Sacrée, nous voyons des actions concrètes. Aujourd'hui, nous pouvons voir les efforts constants, permanents que les chefs de l'État ne cessent de faire dans tous les domaines. Il n'y a pas seulement un domaine. Nous voyons sur le plan sécuritaire les efforts permanents qui sont en train d'être faits pour que l'Est puisse être pacifié. Nous voyons sur le plan 3 mois, Bounagana est occupé. Vous parlez des efforts sur le plan sécuritaire. Lorsque nous voyons le conflit de l'Est, nous avons compris beaucoup de choses. Pendant longtemps, nous avons pointé le Rwanda du doigt sans que nous puissions avoir des preuves palpables. Aujourd'hui, nous voyons que l'état des sièges a fait voir clairement que c'est le Rwanda qui est derrière cette situation. Donc l'état des sièges était positif et positif. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs pays, nous avons même vu l'ambassadeur des États-Unis ici, qui a clairement dit que le Rwanda était derrière cette situation. Nous voyons les voix qui sont en train de s'élever. Ce sont des grandes avancées qui sont en train d'être faites. Et nous voyons aussi aujourd'hui qu'il y a ce contingent qui est en train d'être mis en place pour essayer, la force régionale, pour essayer de mettre fin à toute cette guerre et à toutes ces tueries qui se passent à l'Est. Vous voyez qu'il y a des efforts permanents, mais il faut connaître d'abord les causes de cette guerre. Les causes de cette guerre sont au-delà de nos frontières. C'est vrai qu'il y a des causes internes et il y a des causes externes. Notre grande difficulté aussi, c'est l'embargo injuste que nous subissons. Parce que cet embargo d'armes, d'achat d'armes, devait nous profiter, mais il agit contre nous. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de nous pouvoir nous armer utilement et conséquemment. Alors que nos ennemis, soi-disant que cet embargo est pris pour nous protéger, pour protéger la RDC, afin que les adversaires, les ennemis de la RDC ne puissent pas s'armer. Mais eux, ils sont armés, ils ont des armes de dernière technologie. Mais nous, nous avons cette difficulté de pouvoir nous armer. Vous voyez que ce problème est très complexe. Et voilà pourquoi il y a la partie diplomatique que le chef de l'État ne cesse de faire en faisant des voyages, de rencontres et tout ça, pour amener à pouvoir trouver une solution permanente. Mais apparemment, tous ces efforts n'aboutissent à rien. 3 mois aujourd'hui, Bounagana est toujours occupé par... Vous parlez de Bounagana. Avant, c'était plus que Bounagana. Aujourd'hui, c'est vrai que Bounagana coince. Mais je pense que les efforts sont en train d'être mis en place. Les stratégies sont en train d'être mises en place afin que Bounagana puisse être récupéré. Mais je viens de dire tout à l'heure, là,
nous aussi, il y a aussi un autre problème que je dois épingler. Le problème, toujours sur le plan sécuritaire. Vous savez, la guerre est une guerre qui est avant tout stratégique. On gagne la guerre d'abord par des stratégies également. Lorsque vous avez une armée telle que la nôtre qui a été infiltrée, le régime passé a brillé par le mixage des brassages qui ont fait que notre armée soit infiltrée. Et vous allez apprendre dernièrement, encore il y a eu des arrestations au sein de l'armée. Il y a des infiltrés qui travaillent contre la RDC et qui travaillent pour nos ennemis. Et tant qu'ils seront là, tant qu'ils ne seront pas identifiés, tant qu'ils ne seront pas mis hors d'état de nuire, nos informations, nos stratégies vont commencer à fuiter et ça va nous affaiblir. Et vous voyez qu'il y a des efforts permanents qui sont en train d'être faits pour pouvoir identifier toutes ces personnes-là qui travaillent contre les intérêts de la RDC. Donc dire que rien n'est en train d'être fait, c'est même cracher sur nos militaires qui perdent leur sang, qui perdent leur vie de manière quotidienne là-bas à l'Est. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. La population doit aussi se ranger derrière les FARDC et derrière le président. Vous savez, lorsqu'il y a une guerre, cette guerre qui est en train de toucher ce pays qui nous appartient à tous, nous ne pouvons plus avoir des divisions. Hein, le pays doit être soudé autour du chef de l'État parce que c'est lui qui est le chef suprême, le commandant suprême. Nous devons être soudés derrière lui et derrière les FARDC, mettre nos intelligences ensemble, mettre nos forces ensemble pour pouvoir récupérer Bunagana. Et vous croyez à cette récupération? Je le crois, j'y crois fermement, je suis optimiste. Alors, vous avez soulevé tantôt, Madame Magali, Maître Magali Doucet, qui sont ça, les efforts d'OSSI. Merci, des efforts fournis par les chefs d'État sur le plan social. Et tant que femme, vous allez au marché, quand vous voyez la hausse de prix de denrées, la hausse de prix des produits, est-ce que vous pouvez parler, parler dans ce sens des efforts fournis par les chefs d'État dans ce domaine social, par exemple? Je vais vous dire quelque chose. Souvent, lorsque les gens abordent ce plan, les gens oublient qu'aujourd'hui, nous faisons face à une crise mondiale. La montée des prix, la flambée de prix des denrées alimentaires ne concerne pas seulement la RDC, partout. Bouc émissaire. Non, ce n'est pas une question de vous, c'est une question de pragmatisme. Vous savez, il ne faut pas dire des choses, parler pour parler. Lorsqu'on veut faire une comparaison, il faut... Parce que nous, les Congolais, nous aimons bien faire la comparaison avec des pays développés, avec les voisins. Essayons d'abord de voir ce qui se passe sur d'autres pays. Aujourd'hui, je pense que vous êtes congolaise, vous avez vu des vidéos de nos sœurs, de nos frères qui vivent à l'étranger, qui sont en train de dire que la montée, la flambée des prix a atteint des proportions inimaginables. Aujourd'hui, les prix ont augmenté, non pas seulement en RDC, mais même en France, même en Belgique. C'est comme ça qu'on doit justifier la faiblesse du gouvernement. Mais écoutez, ce n'est pas la faiblesse du gouvernement. Quand il s'agit de la crise mondiale, ce n'est pas un problème de faiblesse du gouvernement. Ça, c'est vraiment mal appréhender les choses. C'est un problème mondial. Ce n'est pas seulement un problème qui concerne la RDC. Et malgré qu'il y a un problème mondial, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Aujourd'hui, nous avons des sites tels que Kanyamaka CC qui produisent du maïs, qui aident la population à pouvoir se procurer des maïs à un prix vraiment dérisoire, si je peux le dire, comparativement aux prix de maïs qui sont sur le marché. Pour dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits permanents. Des efforts permanents qui sont en train d'être faits. Il ne faut pas minimiser les efforts qui sont en train d'être faits. C'est vrai que la RDC a beaucoup de problèmes. Mais lorsqu'on a beaucoup de problèmes, on y va palier par palier. Il n'y a pas de baguette magique pour pouvoir résoudre tous les problèmes au même moment. Il y a même un adage qui dit que Paris ne s'est pas fait en un jour. Il y a toujours le temps que quelque chose... Combien de temps, maître? Il faut combien de temps? Mais c'est un processus. C'est un processus. Je ne sais pas vous dire qu'il faut 5 ans, il faut 10 ans. Mais voyons les efforts qui sont en train d'être faits. Vous avez déjà fait mandat 2023, c'est bien. Voilà pourquoi nous avons besoin de notre mandat. Pour pouvoir continuer ce que nous avons déjà commencé à faire. Aujourd'hui, pour que les denrées alimentaires puissent baisser aussi, il faut encourager la production locale. Le grand problème de la production locale, c'est des problèmes aussi de routes, de dessertes agricoles. Nous voyons que le président, le gouvernement en place est en train de faire des routes. Il y a des routes aujourd'hui qui sont en train d'être construites. Et ça va aussi faciliter le transport des aliments qui vont aussi avoir un impact sur la diminution, la baisse des prix. Donc il y a des efforts qui sont en train d'être faits qui sont permanents
Et ces efforts, si elles continuent jusqu'au mandat prochain, nous aurons des résultats meilleurs encore. Vous avez besoin de notre mandat et qu'est-ce que vous allez présenter à la population? Parce que pour être réélu, il faut y avoir quelque chose à présenter à la population. Qu'est-ce que vous allez présenter à la population? Mais des actions concrètes. Des chantiers. Non, nous n'avons pas des chantiers. Que vous avez commencé juste à la fin du mandat. Madame, la gratuité n'est pas un chantier. La gratuité est une réalité. La gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, ce sont des choses qui sont concrètes. Les écoles qui ont été construites, ce sont des choses concrètes. L'électrification de certaines villes, la desserte en eau, ce sont des choses concrètes. Aujourd'hui, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, ce sont des choses concrètes. Nous n'allons pas présenter des promesses ou des chantiers, nous allons présenter un bilan, des choses concrètes, des réalisations concrètes que nous avons faites. Vous savez, malheureusement, l'opposition et ceux qui ne veulent pas du bien de ce pays sont en train de s'apaisantir sur ce qui ne va pas et ne voient pas ce qui va. Ils ne voient pas les efforts qui sont en train d'être consentis. Ils ne voient pas les choses concrètes qui ont été faites, qui changent aussi le quotidien des Congolais. Parce que, dites-moi madame, une famille qui dépensait de l'argent à acheter comment on appelle ça, du bois ou de la braise, qui est soulagée par le fait de l'électrification, elle ne gagne pas, elle gagne. Une famille qui dépensait dans la scolarisation de ses enfants, aujourd'hui, elle peut scolariser ses enfants gratuitement. Elle ne gagne pas. Donc ça veut dire que toutes ces choses-là qui sont faites soulagent le Congolais. Et donc ce sont des réalisations, des actions concrètes que nous présenterons à la population pour une réélection sûre. Face à des adversaires de taille, quels adversaires les Moïse Katumbi, vous voyez, ils sont nombreux et des adversaires de taille. Nous sommes en démocratie et tout le monde est libre de pouvoir se présenter aux élections. Mais nous avons un bilan et nous ne parlons pas des adversaires parce que nous ne connaissons pas. Vous parlez des gens qui n'ont jamais géré. Nous avons eu à gérer et nous aurons un bilan à présenter. Je parle des gens qui n'ont jamais géré au niveau de la présidence. Nous avons un bilan à présenter. À eux de pouvoir présenter aussi leur projet de société. Et nous serons devant la population qui votera utilement. Alors 2023, c'est dans quelques mois, hein, il faut le dire comme tel. Est-ce que vous croyez vraiment à la tenue des élections? Est-ce que l'allure vend les choses? Je crois à la tenue des élections. Pourquoi? Parce que déjà, l'organe qui est habilité, compétent pour l'organisation des élections, nous a dit, le président de la CENI nous a affirmé, confirmé, que les élections auront lieu. Alors moi, je ne peux pas dire le contraire. Nous voyons qu'il y a déjà des opérations qui sont en train d'être faites au niveau de la CENI qui démontrent à suffisance, qui prouvent à suffisance que le train est déjà en marche vers des élections crédibles et apaisées en 2023. Mais il y a des obstacles que les présidents de la CENI a présentés par rapport à l'organisation des élections. Il y a plusieurs opérations qui ne sont pas encore été réalisées. Est-ce qu'avec des temps qui courent, des temps qui restent, il y aura vraiment une élection tombe pas vers, c'est-à-dire quoi, les glissements en 2023 et cela va vous réjouir, vous, de l'Union sacrée? Le glissement ne peut pas nous réjouir. Je venais de dire que nous avons un bilan. Pour s'éterniser au pouvoir. Nous n'avons pas besoin de nous éterniser au pouvoir. Nous avons besoin, si nous allons, parce que vous savez que le but d'un parti politique, c'est de pouvoir gagner le pouvoir et le garder le plus longtemps que possible. Mais nous allons le garder par des voies constitutionnelles. Nous n'allons pas violer la Constitution pour garder le pouvoir. Nous n'avons pas besoin d'un glissement. Le président l'a dit clairement, il n'a pas besoin d'un glissement. Nous savons que nous allons gagner les élections. Pourquoi nous allons avoir besoin d'un glissement? Ceux qui ont besoin d'un glissement, c'est ceux qui ont des doutes. Ceux qui ne croient pas en leur capacité de gagner des élections, de convaincre par leurs actions. Alors que nous croyons en notre capacité de convaincre. Nous croyons en cette population qui est mature, qui voit les efforts, qui voit la volonté du chef de l'État, qui voit les actions du chef de l'État, qui va donner, qui va encore donner sa confiance, renouveler sa confiance au chef de l'État pour les prochaines élections. Je me redis encore en disant, c'est vrai, certes,
le président de la CENI a présenté certaines difficultés, mais il n'a pas dit que les élections n'auront pas lieu à temps. S'il dit que les élections n'auront pas lieu à temps, à ce moment-là, nous pouvons dire que les élections n'auront pas lieu à temps. C'est lui l'organe habilité. Et lui, tant qu'il nous dira que le calendrier va être respecté, que les élections se tiendront en 2023, nous dirons que les élections se tiendront en 2023. Et la situation sécuritaire ne va pas constituer un frein par rapport à cela, selon vous, hein, c'est votre lecture? Selon moi, selon ma lecture, c'est que, comme je dis tout à l'heure, des efforts sont en train d'être consentis, des stratégies sont en train d'être mises en place pour pouvoir pacifier toute la partie Est, récupérer Bunagana. Et moi, je suis optimiste que d'ici 2023, la situation sécuritaire sera, l'Est sera pacifié, cette guerre ne sera plus qu'un mauvais souvenir, et nous et nos frères de l'Est, nous pourrons aller aux élections. Alors, madame, monsieur, nous recevons Maître Magali Dossi Kissansa. Elle est coordonnatrice nationale AI de la Ligue de femmes de la dynamique Congo-Uni, DCU, chère au Conseil spécial du chef de l'État de Chimanga. Elle est membre du collectif de communicateurs de l'Union sacrée et elle est porteur-parole du regroupement des femmes politiques de l'Union sacrée. Maître, nous revenons encore sur la situation sécuritaire avec ces sujets qui a aussi fait débat, le départ de la MONUSCO. Beaucoup, surtout à l'Est, on continue à réclamer son départ. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis du même avis. La MONUSCO a démontré ses limites. Nous avons tous suivi les propos du porte-parole qui a clairement dit qu'ils étaient incapables de nous accompagner parce qu'ils étaient limités financièrement, ils étaient limités tout simplement. Et donc, lorsque déjà une structure, via son porte-parole, dit qu'elle est limitée, ça veut dire qu'elle ne pourra plus vous aider, elle ne pourra plus remplir pleinement son rôle. À ce moment-là, c'est clair que la MONUSCO doit partir parce qu'elle ne peut plus nous accompagner, elle a montré ses limites. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous serons en mesure de nous prendre en charge nous-mêmes sur plusieurs plans, sécuritaires, pour même la protection des processus électoraux, des élections? Voilà. Mais pourquoi pas? Nous sommes prêts. Aujourd'hui, quand il y a eu beaucoup de dénonciations, vous avez suivi le rapport du ministre Moïno Zangui, où la population a totalement retiré sa confiance à la MONUSCO. La MONUSCO qui a aussi un rôle de protéger la population. Comment la MONUSCO peut protéger une population qui ne croit plus en elle, une population qui se méfie d'elle, une population qu'elle a eu à tuer. Vous voyez? Donc, je pense que nous allons nous prendre en charge, nous avons les capacités de nous prendre en charge. Nous ne pouvons pas éternellement dépendre, nous appuyer des autres. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir, et nous voyons même par rapport à cette guerre, que la plupart des territoires qui ont été récupérés l'ont été récupérés grâce à nos vaillants, aux FARDC, et non pas seulement grâce à la MONUSCO. Aujourd'hui, la MONUSCO essaye de se racheter parce qu'elle a vu que la population ne veut plus d'elle. Elle a essayé de se racheter en montrant certaines positions des rebelles. Alors que la MONUSCO est suffisamment outillée et la MONUSCO a vu comment les militaires quittaient le Rwanda pour rentrer en RDC. C'est après tout ce qu'il y a eu que la MONUSCO finalement a fait sortir le rapport qui indique clairement que c'est le Rwanda qui est derrière cette guerre. Donc, moi je pense que nous aujourd'hui, la RDC, nous pouvons nous prendre en charge sans la MONUSCO parce qu'elle a montré ses limites. À quoi sert-il de garder une structure telle que la MONUSCO qui a dit clairement qu'elle est limitée, qu'elle ne peut plus nous accompagner? Alors, une autre question, un débat qui fait grand bruit, c'est les émoluments des députés nationaux. Quelle est votre lecture par rapport à cette question? Moi, je pense qu'il y a une fixation sur les émoluments des députés. Nous avons entendu plusieurs voix s'élever, plusieurs députés, certains dire qu'effectivement ils touchaient 21 000 $, d'autres dire qu'ils ne touchaient pas 21 000 $. Mais ce qui est sûr, c'est que leur émolument, c'est les avantages qui suivent, qui entourent tout ça, qui fait qu'ils approchent les 21 000. Mais moi, le débat, j'aurais plutôt voulu que ça aille dans le sens d'augmenter
hein, les revenus d'autres domaines. Ne pas seulement faire une fixation sur les députés. Réduisons les autres pour augmenter les autres, par exemple, pour oublier qu'il y ait un partage équitable, et c'est d'ailleurs le point de vue de plusieurs. Oui, mais voilà pourquoi cette session qui sera le 15 de ce mois, qui est une session budgétaire, devra mettre en place un budget qui va réduire les inégalités sociales. C'est vrai qu'il y a une fixation, mais il y a des députés qui ont bien démontré que ces 21 000 $ ne sont pas perçus directement par eux. Il y a plusieurs rubriques qui font qu'ils atteignent les 21 000 $. Donc, ce qui touche comme ça, ce n'est pas 21 000 $. C'est vrai que c'est scandalisant. C'est vrai que c'est scandalisant par rapport à d'autres domaines. Quand nous voyons les médecins, nous voyons les militaires, nous voyons les enseignants qui sont à des salaires vraiment dérisoires, et même les magistrats qui sont à des salaires dérisoires, ça démontre une grande injustice, une grande inégalité. Ce sont des choses qui devront être revues. Hein, moi, je suis plutôt pour qu'on puisse revoir à la hausse les autres rubriques et non pas à la baisse, forcément, les émoluments des députés. Si nous pouvons avoir un budget conséquent qui fera que les traitements salariales des autres domaines, des autres domaines, des autres secteurs que je viens de citer, que ce soit le secteur le pouvoir judiciaire, que ce soit les enseignants, les militaires, si on peut revoir à la hausse. Parce que nous, souvent, nous décrions toujours qu'on puisse revoir à la baisse, Pourquoi n'allons-nous pas dans le sens de revoir à la hausse hausser tous les autres salaires pour qu'il y ait un certain équilibre? C'est ce que moi je plaide plutôt pour cela. Parce qu'il faut voir aussi qu'aujourd'hui le train de vie est devenu cher. Hein. Aujourd'hui, vous venez de dire quelque chose de très capital, que les denrées alimentaires, tous les services ont augmenté. Alors réduire forcément les trains de vie des députés et laisser les autres tels qu'ils sont n'est pas une solution à mon sens. À mon sens, il faudrait revoir comment réduire ces inégalités en augmentant également les traitements salariales des autres secteurs. Alors la rentrée parlementaire de septembre, c'est déjà ce 15 septembre, que selon vous doit être la priorité dans les débats à l'hémicycle du Palais du Peuple? Oui, cette session est une session essentiellement budgétaire. Donc au centre, c'est le budget. Nous venons déjà de toucher au budget en disant qu'il faudra que ce budget, le budget 2023, soit réaliste et puisse vraiment réduire les inégalités sociales, mais aussi une priorité de priorité, c'est la situation sécuritaire. C'est cette situation de Bunagana qui fâche, cette situation de Bunagana qui n'a que trop duré. Également, ce qui se passe, le conflit entre Teke et Yaka, hein, ce sont des choses, les fils du pays sont en train de se déchirer et on apprend qu'il y a certains politiques qui sont derrière. Et ce sont ces genres de choses qu'il faut vraiment qu'ils soient au centre de cette session. Et également par rapport à l'Est, nous avons appris récemment, nous avons entendu des audios où certains députés étaient en train de dire clairement, et d'autres étaient pratiquement en train d'avouer qu'ils étaient derrière, les députés de l'Est, qu'ils étaient derrière cette guerre. Il est temps d'identifier, il est temps de sanctionner toutes ces personnes, députés soient-elles, qui sont derrière, qui attisent, qui encouragent ce qui se passe à l'Est. Il ne faut pas seulement qu'on puisse parler de certaines choses et puis après on tourne la page comme si de rien n'était. Donc cette session aussi doit tourner aussi autour de l'identification de toutes ces personnes, ces députés qui sont de l'Est, qui eux aussi s'enrichissent à travers ce qui se passe, à travers cette insécurité qui se passe à l'Est. Alors, Maître Magali Dossi, nous pouvons terminer notre magazine au-delà de l'actualité sans pour autant aborder votre domaine, le domaine de la justice. Que pensez-vous de la gouvernance actuelle dans ce domaine? Est-ce que la justice, le domaine de la justice, qu'est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous percevez cela? Aujourd'hui, il y a des avancées au niveau de la justice. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des canards boiteux. Parce que la justice, dit-on, c'est la justice qui élève un pays. Il y a encore, comme cette justice, cet appareil judiciaire est constitué des hommes, il y a encore certaines
personnes qui font partie de cet appareil judiciaire qui ne comprennent pas que nous sommes maintenant à l'heure de l'état de droit, et qu'il y a certaines pratiques qui ne peuvent plus se retrouver à l'heure actuelle, mais en général, il y a beaucoup d'améliorations. Nous avons vu que la justice est en train d'être rendue de manière impartiale. Nous avons assisté à des décisions qui n'ont jamais... nous avons vu des personnes comme Matata être blanchies. Nous avons vu des personnes comme le président Vital Kamerhe être blanchi, alors qu'à l'époque, c'était des choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. Mais aujourd'hui, on comprend que la justice peut condamner, mais cette justice aussi peut acquitter. Voilà. Merci, Maître Magali Dossi. Je crois que c'est aussi votre dernier mot, ou vous avez quelque chose à ajouter? Mon dernier mot, je profite de votre objectif pour lancer un appel aux hommes et aux femmes. 2023 approche et je pense qu'il est temps de pouvoir donner notre confiance aux femmes. Que 2023 nous apporte une composition différente des assemblées, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit dans les assemblées provinciales. Cette fois-ci, qu'on fasse confiance aux femmes. Faisons confiance aux femmes. Les femmes, nous qui constituons l'électorat majoritaire, votons femmes, votons utiles, votons femmes. Les hommes, nous aussi, vous aussi qui croyez aux compétences des femmes, votez femmes. Je ne dis pas qu'on ne vote qu'uniquement que les femmes, mais que cette fois-ci, qu'il y ait au moins un équilibre au niveau des assemblées pour que les choses changent. On a donné pendant longtemps la confiance aux hommes, nous avons vu comment ça se passe. Maintenant, je pense qu'il est temps qu'on puisse voter pour les femmes. Merci, Maître Magali Dossi Kisansa. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice nationale AI de la Ligue de femmes de la dynamique Congo Uni, DCI, partie chère à Vidi Chimanga, et membre du collectif des communicateurs de l'Union Sacrée et porte-parole du regroupement des femmes politiques de l'Union Sacrée. C'est la fin de notre magazine. Au-delà de l'actualité, au prochain numéro. Au revoir.